Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Xbox aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 24 septembre 2020 et c'est l'épisode 191. Ils sont avec moi ce soir pour parler de l'actualité Microsoft. J'ai le plaisir de retrouver tout d'abord depuis la Suisse Patrick. Bonsoir Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu ? Ça va bien, vous et toi ? Ça va. À côté de toi, depuis la région parisienne, nous avons Cassim. Bonsoir Cassim. Bonsoir. Ça va, t'es en forme ? Pas trop d'actu à gérer ces temps-ci ? Non, tranquille. Ça va. Le quotidien, tranquille. Le quotidien. Tout va bien. Un peu plus loin au nord, nous avons Florian dans la région lilloise. Bonsoir Florian. Salut, ça va ? Ça va, toujours. Et notre camarade vendéen, David, alors je ne sais pas s'il est là ou s'il est reparti s'occuper de sa petite, mais il nous retrouvera en pointillé durant l'épisode. Je suis là pour l'instant. Ah ben il est là. Bon, salut le pilote de drone. Bon, allez, aujourd'hui, petite semaine, question actualité purement Microsoft, mais semaine avec encore des annonces côté Xbox. Contrairement à ce que j'avais pressenti la semaine dernière, je pensais qu'on allait être vraiment tranquille cette semaine côté Xbox, mais non, Microsoft m'a fait mentir et je vous propose d'attaquer tout simplement avec le premier sujet. Alors... je ne sais pas si vous avez écouté l'actualité du moment, mais Bethesda, le gros éditeur d'ailleurs, enfin c'est pas l'éditeur Bethesda, mais c'est la maison mère de Bethesda, a été racheté par Microsoft. Et donc c'est encore un ensemble de studios qui passent sous le giron de la compagnie de Seattle. Cassim, qu'est-ce qu'on sait de ce rachat de la maison mère de Bethesda ? Alors déjà, je peux te dire que c'est un des plus gros rachats ever dans l'industrie du jeu vidéo. Quand même, c'est 7,5 milliards de dollars dépensés en cash pour racheter du coup tout l'ensemble de Bethesda. Alors, juste Cassim, c'est un des plus gros éditeurs. On a qui au-dessus ? On a EA, peut-être Ubisoft ? Ouais, c'est ça, ça va être Electronic Arts, Ubisoft, t'aurais 2K aussi, qui fait beaucoup, qui fait un peu tout ce qui est Civilization, Bioshock, Civilization, Rockstar et compagnie. Ouais, d'accord. GTA et tout ça. Ouais. Donc il y a quelques autres gros morceaux, mais c'était un des plus gros, au point où depuis quelques années, ils avaient même leur propre conférence à l'E3, ce qui est en général un signe que tu commences à prendre de l'importance dans l'industrie. Mm-hmm. Et puis c'est quand même... quasiment une dizaine de studios en fait, enfin 9, donc Microsoft passe de 15 studios à 23 en fait. C'est assez énorme. Et c'est surtout des licences ultra connues, parce qu'il faut peut-être resituer, les gens n'ont pas forcément, savent pas forcément ce que c'est que Bethesda, mais c'est des licences comme Skyrim, Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Fallout, et d'autres peut-être moins connus, mais il y a le studio français de Arkane qui faisait Dishonored Prey, voilà, c'était ça leur autre jeu qu'ils avaient fait. Donc beaucoup de licences quand même malgré tout assez connues et assez historiques dans le jeu vidéo. Elder Scrolls Skyrim, c'est une des plus grosses ventes ever du jeu vidéo, ça doit être dans le top 10, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même vraiment des gros morceaux que Microsoft a récupérés là. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour nous, utilisateurs de Xbox ? J'imagine qu'on va retrouver ces jeux bientôt dans le Game Pass ? Ouais, déjà, ils ont déjà commencé. Alors, le rachat, qu'on soit bien clair, le rachat, ils l'ont annoncé, il est quasi définitif, mais en réalité, il ne sera effectif que dans un an à peu près, enfin en juin, d'ici le mois de juin 2021. Le temps que, en fait, ils passent un peu toutes les régulations et tout des différents pays. Donc c'est pas aujourd'hui, les deux entreprises doivent continuer à travailler de façon séparée. Si vous vous souvenez, il s'était un peu passé la même chose à l'époque du rachat de Nokia. Tout à fait. Il avait fallu un petit peu de temps avant d'intégrer, puis après en plus il faudra du temps pour intégrer les équipes, etc. Donc c'est pas immédiat, mais pourtant comme un petit signe quand même avant-coureur, ils ont annoncé que là il y avait Doom Eternal qui arrivait dans
dans le Game Pass dès le 1er octobre, donc, et un peu plus tard, Game Pass sur console, et d'ici la fin de l'année sur PC. Et d'une manière générale, évidemment, ça veut surtout dire que tous les jeux dont j'ai cité les noms des licences tout à l'heure arriveront effectivement dans le Game Pass, puis surtout les prochains. Il y a notamment Starfield, qui est le prochain jeu de ceux qui font les Elder Scrolls et Fallout. Et puis après, il y a le prochain Elder Scrolls surtout, qui est quand même du coup le prochain, entre guillemets, Skyrim 2, si on peut l'appeler comme ça. Sortira dans le Game Pass Day One pour tous les joueurs Xbox, quoi. Tu sais que j'ai jamais joué à Skyrim, ça sera peut-être l'occasion de m'y mettre. Moi non plus. Ouais, moi non plus, ouais. C'est pas forcément mon jeu préféré, donc j'irai pas le défendre, mais il est en tout cas ultra populaire. Et c'est vraiment un jeu très porté sur la narration, sur l'exploration, Ah oui, d'accord. C'est un vrai RPG, quoi. D'accord. Alors, il me semble, Cassim, je change de sujet, que Bethesda avait quand même des exclus côté de l'adversaire, côté Sony et PlayStation. Est-ce qu'on peut penser que les futurs jeux n'auront plus d'exclusivité, en tout cas chez la concurrence ? Ou est-ce que Microsoft va quand même continuer à laisser la liberté à Bethesda d'avoir des exclus chez la concurrence ? Ce qui serait quand même assez dingue. Alors, c'est clairement, ce sera pas possible à ce point-là. Par contre, ils ont dit que Bethesda continuerait de fonctionner de façon assez indépendante. C'est pas très étonnant parce que c'est déjà ce qui se passe avec Mojang et compagnie. Tous les studios de Microsoft, en gros, qu'ils ont rachetés, pour l'instant, continuent plus ou moins d'être indépendants, même si... non, ils vont pas faire d'exclusivité pour la PlayStation 5. Les 2 jeux qui sont exclusifs à la PlayStation 5 sortiront bien de façon exclusive temporairement sur PlayStation 5. Ça arrivera après sur Xbox et PC. Et non, après, par contre, la question, c'est est-ce que le prochain Elder Scrolls qui avant sortait partout, par exemple, ne sortira que sur Xbox et sur PC. Ça, par contre, c'est difficile à savoir. Il y a des arguments vraiment pour les deux camps, quoi. Il y a ceux qui pensent que évidemment, ça va être exclusif parce que quand tu balances le prochain Elder Scrolls en exclusivité sur Xbox, tu peux vendre plus de consoles et ça fait plus de monde dans l'écosystème de Microsoft et c'est forcément un poids fort, un poids lourd. Et il y a ceux qui pensent qu'au contraire, ils peuvent juste se suffire de le mettre Day One dans le Game Pass. Ce sera déjà une tentation assez forte pour être dans l'écosystème Microsoft, tout en le laissant quand même multiplateforme et montrer comme ça de la bonne volonté auprès des joueurs de... vous voyez, on continue à le sortir sur PlayStation. Bon, vous devez le payer 80€ si vous jouez sur PlayStation, alors que les joueurs Xbox, ils l'ont gratuitement dans leur abonnement. Mais au moins, voilà, ça montrerait un signe de bonne volonté, sachant que la licence est historiquement multiplateforme. Il y aurait des joueurs qui risqueraient d'être mécontents si Microsoft s'aventurait à le rendre exclusif, même si ce serait de bonne guerre, entre guillemets. Après, on pourrait imaginer une exclusivité temporaire sur les 3 premiers mois, 6 mois, voire une première année, maximum. Ce qui est possible aussi. C'est une très bonne idée. Oui, tout à fait. C'est une très bonne idée d'ailleurs. Je pense que ça permettrait justement de jouer un peu sur les deux tableaux, quoi. Bah oui, tu peux dire, allez, premier trimestre, on est sur notre écosystème, et puis ensuite, hop, on ouvre la porte à la concurrence, et vous pouvez au bout de 3 mois retrouver l'univers Elder Scrolls. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on peut parler par rapport à ça ? Quand même que c'est leur premier studio japonais du coup, parce que dans le lot là, qu'ils récupèrent, il y a un studio, j'ai oublié son nom, mais qui travaille avec le créateur, c'est Shinji Mikami, c'est le créateur des Resident Evil. D'accord. Ils continuent à faire des jeux d'horreur, ça s'appelle Evil Within. Je voulais juste te dire que ça m'étonnerait pas qu'ils balancent sur PlayStation tout de suite en même temps. Parce que je pense que... Je sais pas comment ça marche commercialement, mais si quelqu'un achète le jeu PlayStation, ça rentre quand même une partie dans les poches de Microsoft. Bah oui. Ça, de toute façon, oui, de toute façon. Parce que oui, maintenant, Microsoft, leur problème, c'est plus trop de vendre des Xbox, hein, c'est de vendre des jeux et de vendre les services. Donc, du jeu. Ouais, voilà. Donc moi, ça m'étonnerait pas du tout qu'il y ait peu d'exclusivité. Hein. C'est plus trop leur but. Et ça les aiderait à rentabiliser le rachat du studio. Ouais. Bah oui. Enfin, je sais pas, c'est que mon avis. Non, mais c'est ce qu'ils font déjà sur mobile, si tu réfléchis. Hein. Tous les logiciels et services Microsoft disponibles sur Android, iOS, etc. Donc ça ne serait que la continuité de ce qu'ils font déjà, quelque part. Mais le dernier Minecraft, il est sorti sur PlayStation. Oui. Minecraft Dungeons. Il est sorti quasiment partout, même. Je crois sur PS Vita, je crois aussi, il me semble. Ou je me trompe. Au moins sur Switch, je sais pas s'il est sorti. Ouais. Mais en tout cas, il est sorti partout, effectivement. Ok. Voilà, donc, du coup, oui, voilà, donc ils ont
Pardon. Non, vas-y, Cassim, vas-y. Non, je disais juste que du coup, donc voilà, ils ont leur studio japonais, mais c'était pas plus que ça. Si tu as une remarque, vas-y, je t'en prie. Non, c'est rien, c'est juste que tu rajoutes à ça les prochains titres enfin, certains titres d'Electronic Arts sur les Game Pass. J'ai appris récemment l'arrivée aussi de Destiny 2 sur le Xbox Game Pass. Ça va faire un catalogue, plutôt balèze quand même, là, pour le coup, hein. Pour le prix d'une mensualité. C'est sûr. Ça vaut le coup quand tu es joueur, et surtout si tu es plusieurs à la maison à jouer sur la console, que tu as du stockage. Je pense que là, c'est complètement pratique et économique d'avoir ce Game Pass. Surtout si tu joues un peu plus sur PC et que tu veux de la continuité. En plus, si tu as envie de jouer en mobilité, comme on en parlait la semaine dernière avec xCloud, c'est pratique. Et tu ajoutes à cela, donc pour un prix modique légèrement supérieur, tu as la console en plus. Ça fait un joli cadeau sous le sapin de Noël sans pourtant débourser trop d'argent. Pour les familles modestes, ça peut faire la différence. Ça peut être intéressant. Cassim ? Sur le rachat, il y avait quand même 2 autres points minimes à mentionner. C'est le fait que Bethesda développait sa propre technologie de cloud gaming qui commençaient un peu à tester aux États-Unis. Et c'est surtout une technologie... C'est pas tant les serveurs, mais vraiment une technologie qui permettait de réduire la latence entre le serveur et l'application. Donc c'est aussi une technologie que Microsoft va récupérer, à voir si c'est compatible, si c'est intégrable, etc. Mais je pense que ça peut être des pistes de recherche qu'ils peuvent réutiliser, à mon avis. C'est rien de perdu, en tout cas. Ouais, alors... oui, t'as fini là-dessus, Cassim ? Oui, sur le cloud... Justement, alors moi sur le cloud, je voulais poser une petite question. J'ai vu aujourd'hui que Amazon se lançait aussi dans le cloud gaming. On a quelques infos là-dessus ou pas du tout encore? Les infos sont très vagues. Ça démarre. Moi, j'ai lu ça un peu quelque part, mais j'ai pas encore les détails en tout cas. Bah, j'ai vu Cassim qui tweetait là-dessus ce soir. C'est un petit, ils l'ont annoncé officiellement, c'est un vrai service commercial. Après, il est lancé que aux États-Unis en early access. Mais déjà, le modèle économique est beaucoup plus intéressant que Google Stadia. C'est-à-dire que, en gros, vous payez $7 par mois pour accéder au catalogue Amazon. J'ai déjà oublié son nom. Amazon Luna. Oui, Luna. C'est un catalogue de 100 jeux à peu près. Bon, c'est pas des jeux incroyables, mais en gros, vous avez votre petit Netflix du jeu vidéo pour €7 par mois ou $7 par mois sur tout un tas d'appareils. Et donc, c'est du streaming depuis les serveurs d'Amazon. Et en plus de ça, Amazon propose des bouquets. Donc c'est Ubisoft les premiers à avoir signé. On ne connaît pas le prix de l'abonnement, mais en gros, il va y avoir une option. Tu vas souscrire au bouquet Ubisoft et ça te donnera accès aux jeux Ubisoft, dont le prochain Assassin's Creed, dont le prochain Watch Dogs, dès le premier jour, dans ton catalogue en streaming. Donc c'est quelque chose qui me semble assez pertinent de pouvoir rajouter comme ça des bouquets de tes éditeurs préférés. Ça me semble assez pertinent, beaucoup plus que Stadia qui te demande de payer les jeux à l'unité en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Donc ça serait vraiment un concurrent intéressant de poids face à Microsoft. Je pense c'est naissant, mais clairement oui, c'est leur volonté d'être un concurrent. Après, il y a peut-être toute l'infrastructure technique derrière qui est peut-être pas encore aussi bien prête que ça ne l'est chez Microsoft. Je sais pas quels en sont les premiers retours aux États-Unis. Alors ça c'est un peu trop tôt, mais c'est pas l'infrastructure technique qui me fait peur chez Amazon parce qu'ils font beaucoup de cloud, c'est le concurrent direct de Microsoft dans le domaine du cloud. C'est plutôt sur le côté créatif, le côté artistique du problème qu'il y a un problème, c'est que Amazon ne connaît pas le monde du jeu vidéo, le marché du jeu vidéo, alors que Microsoft y est depuis quasiment ses débuts si on prend le PC. Et donc là justement on est en train de parler du rachat de Bethesda. Ils ont donc 23 studios. C'est 22 de plus qu'Amazon, quoi. Microsoft a beaucoup d'avance là-dessus, en fait, sur son implantation dans le domaine, quoi, dans l'industrie. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un service un peu à la Stadia de Google, peut-être ? Ou du coup, il irait chercher les jeux à l'extérieur ? Je pense que Amazon va y aller. Je pense qu'Amazon a montré qu'ils avaient plus de volonté que Google et qu'ils allaient, à mon avis, racheter des studios dans les mois et années à venir, mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour savoir si c'est un vrai concurrent, quoi. Ouais, parce que c'est quoi les jeux, là ? Alors, j'ai pas le catalogue en tête, mais c'est vraiment... des mineurs, Freecell, ce genre de jeux. Non, c'est quand même des jeux populaires, mais je crois que le meilleur jeu, entre guillemets, qu'ils aient, Arkanoid ? c'est Control... Tetris. Control... Pardon.
de Remedy, qui est un jeu d'aventure qui est sorti sur console il y a plus d'1 an, quoi. Et après, c'est des jeux qui sont sortis des fois sur 360, c'est pas forcément des jeux de première fraîcheur, et c'est difficile du coup d'évaluer s'ils vont réussir à choper des gros titres. Il y a des jeux plus ou moins récents, mais c'est vraiment c'est un peu le Game Pass tel qu'il était il y a 2 ans, quoi, en gros. Ok. Patrick, tu voulais demander la parole. Oui, c'était une petite question par rapport à ce que toi tu as dit, Guillaume, avant l'émission. Tu avais mentionné que par le rachat que Microsoft vient de faire, il a acheté aussi un moteur de jeu. Tu confirmes ça, Cassim, ou c'est pas le cas? Oui, c'est dans Bethesda, il y a des moteurs de jeu qui sont qui appartiennent à Bethesda au niveau développement, et donc Microsoft va les récupérer et pourra peut-être les réutiliser si les brevets le permettent, j'imagine. Oui, bien sûr, totalement. Ils ont 2 moteurs, ils ont au moins 2 moteurs, je ne les connais pas tous, mais ils ont au moins 2 moteurs qui sont très connus. Le Creation Engine, qui est celui qui est utilisé pour Elder Scrolls et compagnie, qui est pas très connu pour être de qualité, mais en tout cas pour avoir été utilisé de façon très rentable par Bethesda, on va dire. Il en faut. Qui permet en tout cas de modder les jeux, et qui permet qui est assez ouvert, et que en tout cas les fans connaissent assez bien pour modder rapidement les nouveaux jeux de Bethesda en général. Mais il est un peu vieillot. Non, par contre, la merveille technologique qu'ils aient, c'est le ID Tech, ou ID Tech, c'est le moteur de ID Software, et c'est celui qui anime Doom, et qui permet notamment... Doom, c'est vraiment une merveille d'optimisation et de technologie, quoi. Et c'est notamment Doom Eternal, le dernier épisode. Il y a des testeurs qui ont réussi à le faire tourner à 1000 images par seconde sur certaines machines. Parce que il est vraiment très 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 bien optimisé si tu as la machine derrière qui va bien. Là où des moteurs n'arrivent pas, même si tu leur donnes une machine ultra puissante, il y a des moteurs qui se bloquent avant, qui n'arrivent pas à tirer profit de cette puissance, en fait. Là, c'est pas du tout le cas de ce moteur-là, en fait. Ouais. Ce moteur-là, il est très bien optimisé. D'accord, mais après je sais pas si c'est très utile d'avoir un rafraîchissement à 1000 images secondes. Bon. Non, c'est un exemple. C'est une démonstration technologique surtout, je pense. C'est ça. Voilà, ok. Pour la démonstration technologique, on ne peut être que d'accord. Mais ça permet d'avoir du 60 images secondes sur Switch, quoi, en gros. Ça marche. David, tu voulais prendre la parole tout à l'heure, on t'a coupé. C'était juste pour savoir le modus operandi. En fait, pour jouer sur Amazon, il faut quoi? Il faut un ordi, Amazon Prime. Alors pour l'instant c'est qu'aux États-Unis, mais si admettons que ça arrive en France, faut télécharger, ça pourrait arriver rapidement. Quelque chose. C'est une application. A priori, c'est une application sur certains appareils, notamment les PC. C'est une application PC, Mac et les appareils d'Amazon. C'est une application à télécharger. Et là où ils sont malins, c'est que c'est aussi disponible dans ton navigateur depuis Chrome ou Safari. Et là où c'est important pour Safari, c'est qu'ils annoncent que c'est disponible sur iOS, donc sur les iPhones et les iPads, par ce navigateur-là. Donc là, c'est très intéressant pour ce qui nous concerne, parce que c'est le premier service de cloud gaming qui va être officiellement disponible sur iOS, théoriquement en respectant les règles de sécurité, enfin les règles d'Apple, alors que clairement c'est une exploitation plus ou moins d'une faille. Enfin, c'est clairement pas l'esprit de la loi écrit par Apple, mais ça respecte les lois. C'est Epic qui va faire la gueule. et du coup, ça va être intéressant de voir si Microsoft va développer donc ça passe par, Florian se racontant, par une PWA en fait. Donc une Progressive Web App pour que ça fonctionne sur iOS. Et ce serait intéressant de voir si Microsoft développe aussi une PWA pour xCloud. La suite dans quelques semaines, j'imagine, pour une réponse. Florian, t'as pas beaucoup entendu parler sur cette partie console. Tu es intéressé, pas du tout intéressé Je connaissais même pas l'éditeur. Le studio bon, non, pas du tout. Pourtant, donc voilà. Je connais Bethesda. Non mais les jeux, est-ce que tu connaissais Doom ou... Oui, je connaissais les jeux quand même, mais bon, c'est pas des jeux auxquels je joue, donc bon, voilà. D'accord, même pas un petit Fallout? Non, jamais. Jamais un petit univers post-apocalyptique, là, même pas? Oh là 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 là. Pourtant c'est bon. Je peux bien avouer que c'est pas trop mon genre de jeu, mais bon... C'est une boîte qui a un esprit particulier. Tout à fait, et en plus ça complémente très bien Microsoft, puisque c'est beaucoup de jeux solo.
qui mise beaucoup sur l'univers, le scénario, etc. Contrairement aux jeux Microsoft qui sont beaucoup plus souvent tournés vers le multijoueur. Donc ça complémente bien leur offre. Ok. Merci beaucoup, Cassim. Oui, tu as encore une dernière petite info ? C'était une dernière info, c'était juste un rapide calcul sur le fait qu'ils ont 23 studios. Il y a parfois des studios qui ont plusieurs équipes, donc ils ont en tout à peu près un peu plus de 35 équipes en fait, de développement maintenant. Ouais. Ce qui en fait de loin le plus gros éditeur au monde de jeux vidéo. Ils sont en fait théoriquement ils sont à armes égales avec Ubisoft, mais Ubisoft il y a certains de leurs studios qui sont des simples sous-traitants en fait, qui font pas des jeux en eux-mêmes. Donc du coup là ça devient le plus gros éditeur de jeux vidéo au monde. Et pour donner une vague idée, juste si on prend les 23 studios, si on admet qu'ils sortent 4 jeux par an, ce qui fait déjà beaucoup de jeux, ça fait que chaque studio peut avoir 6 ans de développement environ pour faire leur jeu à chaque fois, pour chacun des studios, quoi. Donc ce qui veut dire que ça leur laisse le temps de bien travailler. Exactement. Et tout en ayant pourtant 4 jeux par an, quoi. Ouais. Donc ce qui peut être une très bonne chose. Ok, allez, moi je vous propose de clôturer cette partie Bethesda et de passer à une partie plus familiale avec le Xbox Family Settings. Alors c'est une information qui est quand même très rapide, c'est plus pour vous l'annoncer. Si vous êtes parent et que vos enfants jouent sur console, il peut être très intéressant, alors de surveiller, j'irai peut-être pas jusque là, mais on va dire d'aider vos enfants peut-être à ne pas trop abuser de temps de jeu ou de limiter peut-être certains jeux. Et vous avez l'application Xbox Family Settings qui est sortie et sur Android et sur iOS. Donc elle permet un petit peu comme l'application Microsoft Family tout simplement de gérer le temps de jeu sur les machines et de définir des temps de jeu sur chaque jeu. Et vous pouvez aussi contrôler les amis que vos enfants peuvent avoir sur console. Donc ils ne peuvent pas forcément discuter avec n'importe qui selon comment vous réglez l'application. Donc ça peut être, je pense que ça peut être assez intéressant, surtout avec des petits, des moins de 12-13 ans, ça peut être pas mal. Voilà. Je sais pas si Cassim tu veux rajouter quelque chose là-dessus, ou David, toi aussi qui as des enfants qui jouent. Patrick, je t'oublie pas non plus. Cassim. Bon, on en avait déjà parlé il y a quelques épisodes, je trouve que c'est très cool, surtout que ils sont vraiment en train de mettre en place toute leur galaxie d'applications pour la nouvelle génération de consoles et tout est bien, tout s'orchestre bien ensemble, je trouve, et tout est intelligemment fait, donc ça a l'air vraiment de se mettre en place et ça a l'air très cool. Bon, je suis pas très concerné, mais ça a l'air vraiment cool comme application. Patrick, est-ce que ce genre d'application, c'est quelque chose que tu vas utiliser toi à la maison ? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je pense pas en avoir besoin parce qu'il n'y a pas d'abus, parce que je contrôle suffisamment bien en direct. Après, effectivement, le fait de savoir ça existe, si un jour ça devait être utile, oui, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, non, pas vraiment. D'accord. Voilà, je pense qu'on n'a rien à rajouter sur cette application, si ce n'est qu'allez y faire un tour. Elle est très bien faite, elle est très propre. Esthétiquement, je la trouve bien finie, donc ça peut valoir le coup au moins d'aller gérer. Moi, tu vois, le truc que je trouve intéressant, c'est le coup de la gestion des amis. Et toi, parent, tu peux accepter ou non certains amis, parce que avec les petits, je sais qu'il y a des abus. Tu sais, comme avec Skype, tu peux avoir des demandes d'amis qui sont complètement vérolées. Donc ça peut être bien que les parents aient un œil là-dessus. Ouais. Mm-hmm. Voilà, après au niveau du jeu, mais pas plus que ça. Il y a une autre application qui a été vraiment mise à jour en plus là cette semaine aussi. Donc ça va un peu de pair avec cette news-là, c'est l'application Xbox pour coup, l'application centrale Xbox. Qui, alors pour l'instant c'est une bêta sur Android, mais elle a été complètement refaite de A à Z. Donc je vous invite aussi à la tester. C'est vraiment une refonte plus esthétique et d'ergonomie et tout ça. Il n'y a pas de nouveauté fondamentale, si ce n'est que sur Android maintenant vous pouvez jouer à distance à votre Xbox depuis votre smartphone. Ça n'utilise pas le cloud gaming, du coup ça utilise votre Xbox et votre connexion internet. Et c'est une façon aussi, c'est l'application que Microsoft va recommander pour partager sur les réseaux sociaux vos moments de jeu, vos screenshots et compagnie. Et puis un dernier élément, c'est à proposer une nouveauté qui est ma foi assez rigolote, qui est la possibilité d'installer des jeux à distance du coup, mais même des jeux que vous n'avez pas encore achetés ou que vous ne possédez pas forcément.
Donc vous pouvez lancer l'installation. Bien sûr, pour le lancer après le jeu, il faudra soit l'avoir acheté, soit avoir mis le disque. Mais dans les deux cas, en tout cas, la console vous laisse l'installer sans avoir prouvé que vous possédiez le jeu. Ça permet par exemple, si c'est un jeu que vous avez qui est déjà sorti, que vous l'avez, je sais pas, commandé sur Amazon, vous pouvez lancer l'installation directement. En plus, ça va lancer le jeu. Du coup, ça va lancer le téléchargement de la dernière version en date du jeu, qui sera pas forcément présente sur le disque quand vous allez le recevoir. Et du coup, dès que vous avez reçu le jeu, après, vous le mettez dans la console et hop, le jeu se lance. Il n'y a pas besoin d'attendre. Donc, je trouve ça plutôt malin. Ouais, c'est pas mal. Merci beaucoup Cassim pour cette information supplémentaire. Et puis je vous propose de passer au dernier sujet, au sujet hardware et Xbox Series S, Series X. Alors on va parler de gros sous. On va parler de SSD en NVMe. Donc les nouveaux SSD qui arrivent sur les consoles de nouvelle génération, c'est SSD super rapides, mais qui sont aussi extrêmement chers à rajouter. Alors pourquoi j'en parle? Parce que Microsoft a communiqué sur l'ajout de ces disques qui permettent d'accroître le stockage sur nos futures consoles. Donc Microsoft vend des SSD de 1 Teraoctet au prix, alors en France, de 270 €. Si je dis pas de bêtises. Alors qu'aux États-Unis, je crois que c'est 220 $, quelque chose comme ça. Et certains se sont amusés à convertir le prix selon le taux de conversion dollar US et euro. En fait, ça nous donne quelque chose autour normalement de 188 €. Et on rajoute les taxes, on sera à 215 €. Donc on se demande où passe cette marge supplémentaire que l'on va payer en France. Alors est-ce que c'est la copie privée qui coûte aussi cher? Je sais pas Cassim si on a des informations, mais en tout cas le Tera va être excessivement cher. En tout cas pour l'instant, mais on parlera d'autres choses après. C'est clairement... alors oui, effectivement ça va être cher, et non, on n'a pas d'informations sur cette différence de prix, d'autant qu'il y a une différence de prix de pays à pays, vraiment même à l'intérieur de l'Europe. Par exemple, de mémoire, le même accessoire coûte 250 € en Allemagne. Ouais. Je l'ai vu aussi, je crois, à 240 €, quelque chose comme ça en Espagne. Enfin, vraiment, ça change d'un pays à l'autre de plusieurs quand même dizaines d'euros. Donc, c'est pas la marge. Donc, c'est étonnant un peu ce prix. J'imagine qu'il doit y avoir une raison pour laquelle c'est aussi cher en France. Je sais pas si c'est une question de marché ou si c'est juste une question. Est-ce que c'est vraiment Microsoft qui veut se faire une plus grosse marge en France, ou est-ce que c'est une question de taxes, effectivement, sur la copie privée ou ce genre de choses? Aucune idée. Alors, le truc quand même qui, moi, je trouve un petit peu choquant, c'est qu'on se retrouve avec un SSD qui vaut, par exemple, quasiment le prix de la valeur neuve d'une Xbox Series S. C'est-à-dire que tu vas acheter 2 fois ta console. Et c'est énorme. Je trouve ça énorme. Ça pique. C'est fou, quoi. Enfin, j'ai vu une blague passer sur internet et c'est rigolo, mais en même temps c'est presque vrai, que Microsoft pourrait très bien proposer l'abonnement Xbox All Access pour payer ton SSD à crédit, quoi, vu que c'est presque le prix d'une série S. On pourrait imaginer payer 25 € par mois pour avoir ton SSD. Enfin, c'est dire à quel point le truc est cher, quoi, en fait, surtout. Évidemment, on le souhaite pas vraiment, mais c'est fou, quoi. Après, il est cher. Oui. Vas-y Cassim, je pense qu'on allait dire la même chose. Que ça s'explique technologiquement enfin, c'est pas non plus Microsoft qui va vendre des prix au hasard. Je pense que Microsoft, s'il pouvait le vendre, enfin il pourrait, mais s'il pouvait de façon réaliste vendre sans des pertes énormes le même SSD à 100 €, il le ferait. C'est simplement technologiquement parlant, le SSD qu'il propose là, déjà il est à la pointe en termes de normes et de techno, c'est-à-dire que c'est du PCI Express 4.0. Donc le prix du stockage sur cette norme-là coûte déjà assez cher, même pour un SSD interne de PC. Et là, vous payez en plus le fait de l'encapsuler pour que ça fonctionne en externe. Et en plus, le fait qu'il est très 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 petit par rapport les SSD qu'on achète pour PC, en fait, ils sont assez longs et assez grands, en fait, finalement. Là, c'est très compact et c'est encore un prix supplémentaire, du coup, en termes de production. Donc, le prix, le niveau de prix général, il peut s'entendre, c'est juste qu'on n'est vraiment pas habitué et que rapporté au prix des consoles, effectivement, ça peut choquer, quoi.
Alors Patrick, il me semble que tu voulais prendre la parole. Oui, j'ai une question là. Les disques externes dont vous parlez, est-ce que c'est estampillé Seagate ou pas? Ou c'est autre chose? Non, c'est Western Digital qui les fait, ceux-là, Cassim. Non, c'est bien Seagate pour le SSD officiel externe de la Xbox. Quelle capacité tu as dit pour le prix que tu as donné? Redis-moi. 1 teraoctet. Pour quel prix? 1 teraoctet, 200, alors en France 270 €. Alors il doit y avoir un problème parce que moi je suis sur un site suisse et a priori le 1 Tera Seagate, le Game Drive pour Xbox chez nous, il est puisqu'il est disponible à 153 francs suisses. Et ça fait combien en euros? On est quasiment à la parité au niveau de l'euro, les amis. Hein. Alors, ça fait qu'il est quand même beaucoup moins cher qu'aux États-Unis. Attendez, je vais vous mettre le lien directement sur le Slack. Alors, est-ce que les prix en Suisse sont taxes incluses ou pas? Alors, justement, les taxes sont incluses, mais petite précision, la TVA chez nous, elle est à 8,8%. D'accord. Ça fait déjà pas mal quand même comme différence. Il y a un peu plus de 10% de moins, mais ça reste quand même... attends, on mettra une capture d'écran dans les notes de l'émission si vous voulez. Voilà. Et là, il y a trois capacités. Il y a 1 Tera à 153, il y a 2 Tera à 372 et 500 Gigas à 96. Alors, je parle en France suisse, bien évidemment. Hein. C'est vrai que du coup, je ne saurais pas l'expliquer. Ça fait quand même très bas. Même avec la TVA à 8%, je trouve quand même que ça fait très bas. Après, je sais que les prix en Suisse sont toujours plus bas. Pour les produits technologiques, c'est toujours plus bas. Il y a souvent des bons plans. Je sais que les frontaliers franco-suisses, ils aiment bien aller en Suisse pour acheter certains trucs informatiques. Donc, ça m'étonne pas tant que ça, mais le niveau de différence... Oui, mais là, on est quand même à presque 100 € de différence quand même. Là, on est au-delà de la TVA quand même. Enfin, pour suivre un petit peu le marché, il me semble que les différences de prix ne sont pas aussi énormes d'habitude. Ok, je viens de voir du coup le lien que tu as envoyé, c'est pas le même produit, c'est d'où la différence de prix. Okay. C'est effectivement, c'est vrai qu'ils avaient déjà, j'avais oublié l'existence de ce produit, mais on va y venir juste après. C'est un SSD plus conventionnel, c'est pour ça qu'il coûte beaucoup moins cher. C'est un SSD plus conventionnel que tu branches en USB et qui a des débits beaucoup moins importants et qui surtout ne permet pas, là en fait ce SSD dont on parlait là, qui est tout nouveau, c'est vraiment quelque chose que tu peux brancher et débrancher à chaud, qui a le même niveau de performance que le SSD interne et qui permet vraiment d'avoir accès à l'intégralité des fonctionnalités du SSD interne de façon externe du coup. Donc c'est quelque chose avec un cahier des charges assez précis et là celui-là ne l'a pas. Parce que celui-là était sur la page des accessoires de la série la Xbox Series X, c'est pour ça que je me suis demandé s'il n'y avait pas une erreur. En fait, on pourrait très bien l'avoir déjà pour les séries One. Oui, parce que c'est l'USB, oui, bien sûr. Mais ils ont mis ça sur la page de Xbox Series X, donc ça peut tromper. Et je pense qu'effectivement... Mais en fait, c'est parce que c'est compatible avec la série X, mais je suis d'accord que à mon avis, ils sont un peu emmêlés les pinceaux, mais oui, du coup, je retrouve les mêmes prix, pour le coup, en France, pour ce produit-là, en fait. D'accord, à peu près. Ça va alors. Ok. Bon, alors, justement, Cassim, c'est l'occasion d'en parler un petit peu. Microsoft a communiqué récemment sur son blog Xbox, enfin je ne sais plus quelle personne de chez Microsoft l'a fait, et ils ont échangé à propos de ce que l'on pouvait mettre sur les disques durs, comment on pouvait utiliser les disques durs et les SSD. Donc on va essayer de faire le point un petit peu pour rappeler à tout le monde de ce qu'on va pouvoir faire et ce qu'on peut attendre de ces stockages. Alors déjà le stockage interne permet de tout faire. Installer les jeux, copier les jeux, bon c'est vraiment forcément vous pouvez très bien jouer uniquement avec ce stockage interne. Comme tu disais Cassim, le SSD que l'on peut rajouter qui est spécifique Xbox Series S et Series X, il permet de faire exactement la même chose que le SSD interne. Ils appellent ça la carte d'extension, comme ça, justement pour éviter de confondre avec d'autres SSD classiques. C'est ça. Ils appellent ça une carte d'extension, c'est l'équivalent d'une memory card pour ceux qui ont connu les PlayStation et tout ça. C'est un peu l'équivalent moderne, quoi. Donc vous avez vraiment toutes les possibilités accessibles grâce à ce SSD, cette carte d'extension. Après, vous pouvez toujours brancher vos disques durs à plateau ou vos SSD qui ne sont pas de la dernière génération sur votre Xbox Series S et Series X. Par contre là, des limitations vont commencer à apparaître, Cassim. Vous pourrez toujours stocker
vos fichiers d'installation de jeux, quels qu'ils soient, donc série S, série X, Xbox One, et tout ce qui est antérieur, bien sûr. Vous pourrez avoir des jeux installés, mais uniquement s'ils sont antérieurs aux générations S et X. Donc jeux Xbox première du nom, 360 et One. Bah, c'est le fait que, en gros, toutes les fonctionnalités de type, comment dire, la possibilité de passer rapidement d'un jeu à l'autre fonctionne grâce au SSD interne. Donc il précise bien que même si tu utilises le jeu depuis un disque dur à plateau, comme tu l'indiquais, normalement ça fonctionne quand même. Le Smart Recovery, oui, je sais plus. Je sais plus comment ils appellent ça. Fast. Non, je sais plus. Mais voilà, la possibilité de switcher rapidement d'un jeu à l'autre, en fait, normalement devrait quand même fonctionner. Après, pour bien préciser ce que tu disais, en gros, faut comprendre la philosophie en fait du truc. Les nouveaux jeux, comme la Xbox elle intègre un SSD, les nouveaux jeux doivent pouvoir être pensés pour utiliser un SSD, et donc il faut un SSD pour être lancé. Point, c'est tout. Tous les jeux des générations précédentes, eux, ils n'ont pas été pensés pour un SSD. La Xbox One avait un disque dur classique, donc très logiquement, ils peuvent être lancés depuis un disque dur classique. Si tu les lances depuis un SSD, c'est mieux, parce que du coup, tu as moins de temps de chargement et tu as des choses comme ça. Mais c'est pas obligatoire, c'est pas requis, ils sont parfaitement compatibles avec en mode Xbox One, entre guillemets. Donc quand tu branches un disque dur externe, t'es en mode Xbox One, voilà. Après, si tu as une petite connexion ou si de manière générale t'aimes bien stocker tes jeux, ils te laissent la possibilité, c'est là où ça peut devenir un petit peu compliqué, ils te laissent la possibilité de stocker à froid les jeux de nouvelle génération. Tu pourras pas les lancer puisqu'ils demandent un SSD, mais tu pourras au moins les stocker et t'amuser en gros à supprimer et copier depuis le SSD pour économiser de la place et pour pouvoir y jouer. Ouais. Alors Cassim, juste, c'était le Quick Resume dont on cherchait le nom tout à l'heure. Donc le fait de passer rapidement d'un jeu à l'autre. Et moi, la petite fonctionnalité que je trouve quand même vachement sympa, alors je sais pas si elle marche sur Xbox One parce que je me suis jamais amusé à le faire, mais c'est qu'on peut enlever notre disque dur externe, par exemple de Xbox One, le mettre sur la Xbox Series S ou Series X, et les jeux sont immédiatement fonctionnels. Ça, c'est quand même assez pratique. Comme c'est le même OS et comme c'est toute la même chose, en fait, finalement, voilà, tout fonctionne normalement, quoi. C'est l'exemple de rétrocompatibilité. Voilà, là, pour le coup, c'est vraiment... là, on sent la maîtrise technique de Microsoft, quoi. C'est que c'est transparent, ça marche... c'est carré. En fait, finalement, là, on rentre dans des précisions, mais en fait, ça fonctionne de façon assez intuitive, en fait, au final. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais la carte d'extension, ça va un peu dans le sens de ce que tu viens d'indiquer, Guillaume. La carte d'extension SSD, donc celle à 280 balles, là, tu peux la débrancher à tout moment. Oui. Et tu peux l'emmener chez n'importe qui, la brancher à sa Xbox, et ça fonctionne instantanément. Tu te connectes avec ton compte. Et là d'un coup tu peux jouer à tes jeux, à ta sauvegarde, etc. Sans souci sur sa Xbox à lui, quoi. Alors après, la sauvegarde, c'est pas ce qui m'inquiète parce que maintenant les sauvegardes sont synchronisées sur le cloud, donc tu vas la récupérer. C'est plus que t'as plus besoin d'installer le jeu, il est directement sur ta carte, et ouais, ça peut être assez sympa. Mais peut-être qu'il va falloir qu'il baisse un petit peu le prix quand même, parce que je pense que la barre des 200 € aurait peut-être pas dû être dépassée. Je suis assez d'accord. Après, ou alors c'est la Xbox qui est passée cher. C'est ça ou autre chose. Peut-être. Ouais. Ça veut dire qu'ils vendent sacrément à perte alors. Hein. Ah bah c'est plus ou moins confirmé. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le disent, qui le pensent. Donc voilà. Ça le montre, quoi. Je pense que ça leur coûte vraiment assez cher à fabriquer, en vrai. C'est un peu ce qui m'effraie, par contre. C'est alors donc on en parlait avant l'émission, je crois. Ils sont ouverts. Pour l'instant, il y a que Seagate qui le propose, mais d'autres fabricants peuvent à l'avenir proposer ce type de stockage de cartes d'extension. Ils disent qu'ils travaillent pour en avoir d'autres, des fabricants. Ils travaillent aussi pour avoir d'autres capacités de stockage proposées. Peut-être une carte d'extension de 500 Go pour que ce soit moins cher, justement, à l'achat. Et il faudra voir comment les prix évoluent. Moi, c'est ça qui m'effraie un peu, c'est qu'au final, malgré tout, c'est quand même quelque chose de propriétaire. C'est un format de carte que seuls les Xbox utilisent. C'est utilisé nulle part ailleurs. C'est pas du tout un standard. Là où, pour le coup, la concurrente, la PlayStation 5, alors c'est vraiment deux écoles différentes, mais la PlayStation 5 te proposera en gros d'ouvrir le capot et de rajouter un SSD, son SSD interne,
qui sera complètement standard. Selon, il y aura une liste de SSD compatibles de la part de Sony, mais c'est le même SSD que tu pourrais acheter pour ton PC. Ce qui du coup va forcément faire baisser plus rapidement les prix côté PlayStation 5, puisque c'est les mêmes SSD que tu pourrais retrouver dans ton PC. Il y a forcément les prix, les bons plans et tout, Amazon machin, qui va jouer pour faire baisser les prix. Et c'est vraiment deux choix différents. C'est-à-dire que Microsoft a vraiment pris le pari de la simplicité, le côté propriétaire, le côté simple du modèle propriétaire où t'achètes, c'est cher, ça fonctionne, c'est carré, il n'y a pas de liste blanche, il n'y a pas de se faire chier, ça fonctionne, c'est certifié Xbox, c'est carré. Chez Sony, faudra trouver le bon SSD, faudra ouvrir sa PlayStation, faudra faire gaffe à bien mettre le SSD correctement, tu pourras pas l'enlever à chaud, etc. Mais ça risque de coûter beaucoup moins cher, surtout sur le long terme. Ouais, moi ça me choque un peu quand même une console que tu dois ouvrir. Alors j'ai jamais pucé mes consoles comme ça se faisait à une époque, mais c'est le truc pour moi, la console c'est la machine, tu l'allumes, ça marche. T'as pas besoin de la bidouiller, c'est pas un ordinateur, ça me dérange pas de bidouiller mon ordinateur, mais ça me dérange de bidouiller la console, tu vois. C'est vraiment, comme tu disais, c'est deux mondes. Et moi c'est vrai que je partagerais plus celui de Microsoft. Le prix je le partage un peu moins, il reste un peu en travers de la gorge, mais c'est... voilà. Après, ce qu'on recommandait, je crois qu'on n'a pas mentionné dans l'enregistrement, c'est que du coup, faut pas se presser, que ce soit avec une Xbox, même si la Xbox Series S a que 500 Go de stockage, malgré tout, va falloir un petit peu de temps dans les deux cas pour remplir le SSD. Et je pense qu'il vaut mieux justement pas se presser, pas précommander des accessoires ou quoi. Remplissez-le d'abord. Déjà, attendez d'avoir une nouvelle console. Ensuite, essayez de remplir le stockage. Et ensuite, voyez si un disque dur ça vous suffit pas. C'est quand même beaucoup moins cher, hein, vraiment. Un disque dur à plateau pour stocker les jeux. C'est quand même. C'est du x10 en termes de prix, quoi. C'est ça, parce qu'on peut trouver des 2 Tera maintenant en USB 3, voire 3.1 à 90 €, quoi. Oui. Donc bon. Ou alors vous attendez un dur. Kassim ? Pardon. Non, vas-y. Je disais qu'il y avait un disque dur de... je l'ai plus en tête, mais normalement il y a un disque dur en fait qui est au même prix en gros que celui dont on parle aujourd'hui, au même prix que la carte d'extension là, à 270 balles là. Il y a un disque dur qui est proposé spécial Xbox en plus par Western Digital et qui fait 12 téraoctets. Voilà. C'est ça, 12 téraoctets, ouais. Patrick. Ou alors vous attendez un bundle console plus disque externe qui pourrait arriver un jour. Oh oui, c'est possible que ça arrive ça. Ok, je crois qu'on a fait le tour de la partie console. Florian a 2 petites news, mais je crois qu'on va y passer 30 secondes par news, non ? Allez Florian, t'as la parole. Microsoft a ajouté dans la version Insider, dans la recherche, le thème dark. Je sais pas si vous savez, pour l'instant, si vous étiez en thème dark, c'était une recherche, c'était encore tout blanc. Maintenant, ils ont enfin mis ça en noir dark, donc bon, on commence à avoir de la cohérence de ce côté-là. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire, mais bon, je voulais en parler. Oui. Et côté icône ? Non, côté icône, je disais juste que ça m'intéressait plus de parler d'icône, c'est tout. D'accord. Sinon, si quand même, tu avais remarqué que l'application People avait disparu de la dernière version de Windows, la 20 H2. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pleurera l'application People, malheureusement. Non, c'est juste pour vous le signaler. Si vous étiez un des rares à l'utiliser, tant pis, elle va disparaître. Dans Your Phone, maintenant, on a accès aux contacts qui sont sur Android. Donc, petit à petit, il remplace... tout ce qui était un peu ancien Windows qui servait de téléphone par de l'intégration Android, quoi. C'est assez logique quand tu penses. Oui. Bon, enfin voilà, donc il n'y a pas grande news, Florian. Voilà, écoutez, merci à vous d'avoir été là. Je sais pas si on a retrouvé notre David. Ouais, je suis là. J'écoute avec attention. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur ces machines ? Non, moi je suis hyper perdu dans toutes les propositions de console. Là, je crois que je vais garder ma One S. D'accord, tu vas attendre un petit peu avant de switcher. Ouais, je vais attendre un peu. Au pire, si t'as des questions, on y répondra. C'est pas non, mais je joue presque plus, donc c'est les gars qui jouent maintenant, donc j'ai plus le temps de jouer. Je mets mon argent ailleurs que dans les jeux, donc on verra. Mais enfin, c'est vrai que la S à 300 €, ça me correspondrait bien, sauf que je vais être obligé de mettre 4 jours à télécharger les jeux. Mais à part ça, c'est vrai que c'est attractif, 300 €.
Ah bah oui, c'est un prix qui reste très raisonnable. Clairement, vous en avez peut-être parlé tout à l'heure quand j'étais absent, mais ouais, c'est vraiment... Ils ont fait fort, je pense, là. Ah bah oui. S'il y avait que des consoles à 4 ou 500 comme la One X ou les Play, je pense que j'aurais attendu carrément très longtemps. Là, ça peut être une raison qui me fait switcher, je sais pas, au bout de 6 mois, 1 an, quoi. Oui, quand ta One S va commencer à fatiguer un petit peu. Voilà. Merci beaucoup, David. Bon, ben Florian, Cassim, Patrick, merci pour vos participations. Je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir se donner rendez-vous dans une semaine pour un épisode... Alors, je vais pas me prononcer. Peut-être qu'on parlera pas de Xbox. Peut-être que si, on verra bien. Non, on parle plus de Xbox. Bah, ça dépend des news, hein, les gars. Hein. À part Xbox, il n'y a pas grand monde qui est très actif chez Microsoft. Pour nous, pour le grand public. Vous avez parlé de, je sais pas si, j'ai vu une vidéo passer sur Twitter avec Satya Nadella, j'ai rien compris, qu'il y avait des personnages Xbox autour de lui. Non, c'est juste qu'il il indiqué qu'il serait pas contre le fait de racheter d'autres studios, etc. Enfin, voilà. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné, ça. Voilà, mais bon. Elle est bizarre cette vidéo. Ça, on s'y attendait. Donc ils ont pas fini, quoi. Non. Ça leur suffit pas. Ils vont racheter EA et Ubisoft. Moi, je pense que Satya veut racheter Epic. Peut-être. Il y avait pas sur Twitter des gens qui parlaient de Sega aussi? Oui, et Sega, ça a été une rumeur aussi, effectivement. Cassim se prend la tête dans les mains. Oui, non, c'est que en fait c'est parce que Microsoft a annoncé une manette bleue. On va replonger dans 10 minutes de conversation. Microsoft a annoncé une manette bleue. Les gens se sont dit manette bleue, c'est forcément Sonic. Et en plus, il y a une employée japonaise qui a croisé les bras sur une photo sur le compte Twitter de Sega. Alors forcément, croiser les bras, c'est le X de Xbox, et les gens se sont joués un peu Fox Mulder de X-Files, et ils se sont dit c'est les signes, c'est évident, la vérité est devant mes yeux, Microsoft va racheter Sega, au point où Microsoft a été obligé de dire on va pas acheter non, on ne va pas annoncer de rachat au Japon. Non, c'est très peu probable qu'ils rachètent Sega. C'est possible qu'ils fassent un partenariat, mais Sega est coté en bourse, en fait, donc du coup ça se verrait, en fait, quand une entreprise est en bourse, pour la racheter, t'es obligé d'acheter les actions. Oui, il ferait une OPA. Ça se voit. C'est ça. Donc ça se voit, tu peux pas l'annoncer comme Bethesda du jour au lendemain en faisant les négociations en secret, quoi. Mais intégrer le backlog des jeux de Sega au Game Pass, ça pourrait être intéressant. Ça, par contre, bien sûr, et ça c'est possible. C'est comme EA Play, par exemple, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des partenariats qui arrivent avec d'autres éditeurs. Bien sûr, oui. Mais non, ils rachètent pas Sega. Zut. Allez. La semaine prochaine, peut-être, on ne sait pas. Peut-être la semaine prochaine, on se le garde sous le coude. Bon, je vous remercie. Passez une bonne soirée ou passez une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao. Ciao.